Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bien bienvenue sur ce troisième épisode du CAFM dédié au Learning Data, c'est-à-dire comment évaluer les données et qu'est-ce qu'on fait après de ces données, hein, des grandes questions. On a vu, après avoir posé le cadre de toute l'interrogation dans un monde qui bougeait, on a vu à la fois l'indicateur de satisfaction, l'indicateur de connaissance, et bien il nous reste à rentrer sur l'indicateur de comportement. Comment est-ce qu'on peut traduire ça et évaluer les comportements au sein de l'entreprise. Et pour ça, on a la chance de pouvoir interroger Jonathan Potier et j'ai la chance de pouvoir le faire avec Sylvika Clark, pardon, euh, qui m'aide dans cette démarche-là avec beaucoup de plaisir. Merci à tous les deux et bonjour. Merci, merci Stéphane. Et oui, on continue, donc on arrive au stade de l'évaluation du comportement, c'est-à-dire comment l'apprenant va transférer ce qu'il a appris au sein de l'entreprise. Et je dois dire, c'est assez amusant finalement, quel que soit le parcours de l'apprenant, qu'il ait suivi en présentiel une formation, qu'il ait suivi un MOOC, qu'il ait suivi des modules de e-learning, là finalement, il arrive à un stade qui est commun à tous les supports d'apprentissage. Il va devoir transférer ce qu'il a appris dans l'entreprise. Donc, comment on va pouvoir évaluer ça et voilà, quel est l'intérêt de l'évaluer? Plein de questions, j'attends plein de réponses. Alors, l'intérêt de l'évaluer, c'est déjà, c'est important de rappeler que c'est dans le modèle de Kirkpatrick à 4 niveaux, donc c'est le niveau 3. Et pourtant, on pourrait imaginer que c'est le niveau 4 le plus important. Eh bien, en fait, non, c'est le niveau 3 le plus important. Pourquoi? Parce que c'est le moment à partir duquel ce qu'a appris la personne, les acquis de l'apprenant, cessent de lui appartenir exclusivement et sont réinjectés, sont retransférés dans l'organisation. Si j'apprends des choses niveau 2 et que je ne m'en sers jamais niveau 3, ça restera de la propriété de l'apprenant et à aucun moment l'entreprise qui a peut-être même financé, et certainement même, la formation de ses collaborateurs, à aucun moment elle n'en profitera. Donc c'est vraiment important qu'il y ait ce transfert qui soit fait. Alors on parle de comportement niveau 3 ou de transfert des acquis, mais donc que les acquis de la formation soient réutilisés dans l'entreprise. Parce que la personne ne deviendra jamais compétente si elle n'utilise pas ce qu'elle a appris en formation. En gros, ce qu'elle a vu en formation, ça restera un peu de l'ordre de la culture générale, mais elle ne deviendra pas plus compétente, plus performante, plus productive si le transfert n'a pas lieu. Alors, ce transfert, on va pouvoir l'évaluer quand? Alors, à froid, c'est en fait l'idée. Alors, ça dépend. La réponse de Normand, ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. Alors, un peu comme on avait ce débat lors d'un précédent épisode sur les formations techniques, managériales, comportementales, plus la formation est technique, plus rapidement on va pouvoir vérifier que la personne utilise ou pas ce qu'elle a appris. Je reprends mon exemple d'Excel. Vous suivez une formation Excel, niveau 2, tableau croisé dynamique. Bon, très bien, vous revenez de formation. Excel est disponible sur votre poste de travail. Déjà, c'est pas anodin. Et on va pouvoir observer si vous l'utilisez et si vous l'utilisez dans la durée. Vous êtes formé à la gestion des conflits. Vous êtes manager d'une équipe où, pas de chance pour vous, il n'y a aucun conflit dans l'équipe. Eh bien, on peut attendre 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, et peut-être même vous n'allez jamais vous en servir. Donc, l'idée, c'est de se dire que la question du moment, le bon moment pour évaluer, c'est quasiment le moment où la personne est censée utiliser ce qu'elle a appris. Donc, il faudrait quasiment fonctionner en termes de rétro-planning, c'est-à-dire le bon moment pour former dépend aussi du moment où la personne va se servir de ce qu'elle a appris. Lorsqu'on voit, par exemple, des formations qui sont données pour la conduite des entretiens annuels, la campagne des entretiens annuels a lieu en novembre et on forme les personnes en février. Il faut une sacrée piqûre de rappel en octobre pour qu'ensuite les personnes puissent se souvenir des bons réflexes, de se dire que oui, c'est vrai, il faut d'abord que je vante les points positifs avant de parler des points négatifs, des axes de progrès, etc. Ça ne va pas être naturel. Donc, on doit évaluer au moment où la personne va se servir de ce qu'elle a appris. Alors évidemment, si elle ne s'en sert jamais, là, il faut se poser des questions sur la pertinence du besoin en amont. Mais alors, du coup, on a une difficulté à évaluer ce critère numéro 3, on n'a pas la donnée temps, c'est-à-dire on n'a pas l'échéance, à quel moment on va pouvoir évaluer. Et puis, quelle personne, puisque il faut travailler sur un échantillon, sur un groupe, l'ensemble du groupe qui a suivi la formation.
comment concrètement on peut à ce niveau-là évaluer le comportement, le transfert? Alors pour le temps, le bon moment, alors je disais ça dépend de la nature de la formation, mais pour faire simple, parce qu'on peut toujours monter des usines à gaz, moi je conseille toujours d'avoir une mesure pardon, qui soit par exemple à J plus 60 jours, donc 2 mois après. Si au bout de 2 mois, vous n'avez pas utilisé ce que vous avez appris en formation, il y a de très fortes chances que finalement, ça retombe, on va dire, dans les limbes, dans l'oubli, et que vous ne l'utilisiez jamais. Donc, 2 à 3 mois, ça permet de faire une mesure et de dire où est-ce que l'on en est concrètement. Et là, de prendre conscience qu'il y a eu ou pas transfert. Donc, finalement, que ce soit technique ou comportemental, managérial, peu importe, de faire une mesure à 2 à 3 mois, c'est déjà intéressant. Ce que ne font pas majoritairement les entreprises. Souvent, cette évaluation-là, elle n'a même pas lieu. Et ensuite, la personne, et la question à avoir, c'est qui est la personne la mieux placée pour observer l'apprenant à son poste de travail en train d'utiliser ses acquis. Et ce n'est pas toujours le manager. J'ai eu des cas comme ça de travailleurs nomades, par exemple. Le manager n'est pas là. Et on va aller interroger le manager pour dire est-ce que cette personne a mis en œuvre ou pas les acquis de sa formation? Est-ce qu'elle a mis en œuvre de nouveaux comportements professionnels, de nouvelles pratiques, etc. Comment répondre alors que je n'observe pas la personne en situation de travail? Donc là, il y a pléthore de réponses. Ça peut être l'apprenant lui-même. Et là, au même titre qu'on parle du niveau 1, de l'importance d'aller questionner l'apprenant sur sa satisfaction, moi, je conseille vivement à chaque fois, pareil, de questionner l'apprenant sur le niveau 3, que lui puisse faire sa propre auto-évaluation. Il y a aussi un effet d'ancrage. On lui rappelle aussi qu'il est censé mettre en œuvre des nouvelles pratiques, des nouveaux comportements une fois de retour à son poste de travail, etc. Donc, le simple fait de le questionner là-dessus, ça peut avoir un effet de relance quelque part de la machine, du transfert des acquis. Et puis après, on se pose la question, qui est le mieux placé? Est-ce que ce sont les collègues? Est-ce que c'est le N+1? Est-ce que ce sont les N-1? Dans une formation en management, ça serait pas mal d'aller interroger les N-1 qui sont les premiers à vivre ou à subir le bon ou le mauvais management. Mais là, culturellement, on en est encore assez loin. Ça, c'est pas encore mauvais courant, on va dire. Et pourtant, ils sont très très bons évaluateurs, peut-être même les meilleurs évaluateurs. Est-ce que c'est là où on se retrouve avec la technique du 360 degrés? C'est dans l'esprit, c'est ça. Alors, sans aller jusqu'au 360, parce que ça peut être assez lourd et coûteux. Mais en tout cas, voilà, on se demande vraiment, suite à l'information, qui est la personne la mieux placée. Alors, on va peut-être pas aller interroger tout le monde. Et encore une fois, souvent, on va dire pour le gros de la troupe, pour la majeure partie des formations, moi, je conseille souvent d'aller solliciter le binôme collaborateur-manager, parce que ça permet aussi de mettre le manager dans la boucle. Et par contre, pour des formations avec des enjeux particuliers, donc qui nécessitent des dispositifs d'évaluation spécifiques, là, on va peut-être aller choisir d'autres observateurs, d'autres évaluateurs. Ça pourrait être, par exemple, des clients mystères dans la distribution. Vous avez des clients mystères qui passent en magasin, ils vont passer avant la formation, faire un peu un état des lieux. Tiens, par exemple, voilà, j'ai travaillé avec la parfumerie, distribution spécialisée. Vous avez une cliente mystère qui arrive en magasin et qui dit tiens, est-ce que j'attends 30 secondes avant qu'on vienne me demander de quoi j'ai besoin? Est-ce qu'on m'a proposé la carte de fidélité au passage en caisse, etc. Oui, non, oui, non, oui, non. Une formation a lieu de manière à se centrer sur ces bons comportements. Et puis, boum, une autre cliente mystère repasse 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard. Et ça permet de faire un peu un écart, un état des lieux en tout cas, entre le point A et le point B. Alors, moi, je voulais revenir sur cette question de comportement ou de transfert. On va mesurer si l'apprenant va transférer ce qu'il a appris, mais il y a aussi l'organisation de l'entreprise. Est-ce qu'elle va faciliter le transfert finalement? C'est aussi, il peut y avoir une résistance de la part des équipes, de l'entreprise, de l'organisation. Donc ça, c'est quelque chose qui va être important. Alors, c'est excessivement important. Au niveau 3, il y a vraiment 2 défis. C'est l'évaluation en tant que telle du niveau 3, l'évaluation du transfert des acquis. Et donc, on en revient à la question aussi des objectifs. On est toujours très clair sur qu'est-ce que l'on attend de la formation. Et si on n'est pas clair sur ce que la personne va faire en situation de travail, elle ne le saura pas forcément. J'ai une consultante, je sors souvent cette statistique, mais une consultante d'un organisme de formation qui a pignon sur rue, qui me disait que 30 à 40% des personnes qui arrivaient à l'accueil le matin ne connaissaient pas l'intitulé de la formation qu'elles venaient suivre. Donc ces personnes-là arrivent en ne sachant pas quelle formation elles vont suivre,
Et ensuite, elles vont suivre une formation qui est millimétrée. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle commence à 9h, à 9h10, on a fini le tour de table, à 9h30, on sort une blague, etc. Tac. Et puis à 17h, c'est fini. Et le lendemain matin, ces personnes reviennent à leur poste de travail et leur disent, bon, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec cette formation? Donc, elles sont dans un cocon, il y a un déroulé pédagogique précis, mais après, elles sont un peu laissées à l'abandon. Donc ça, c'est un problème. Donc, il faut être très clair sur les livrables, sur les objectifs de la formation, si on veut espérer que ces personnes mettent en œuvre ce qu'elles ont appris. Et ensuite, il y a toute cette partie, effectivement, de conditions du transfert. Qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir utiliser ou pas ce que j'ai appris en formation? Et alors là, il y a d'ailleurs une littérature scientifique abondante sur le sujet, sur tout ce qui fait qu'on utilise, pourquoi on n'utilise pas en tout cas ce que l'on a appris en formation. Je ne suis pas formé au bon moment, donc je reviens à ma conduite des entretiens annuels. Je ne suis pas motivé pour le faire. Quel intérêt j'ai? C'est confortable d'avoir des habitudes, d'avoir des comportements. Qu'est-ce qui va me motiver à changer ça? Je prends une équipe de 10 personnes, j'en forme une. Je ne forme pas une autre. La personne revient. Et vous savez, j'ai entendu ça récemment, c'est un peu le syndrome du pantalon rouge. Vous arrivez dans une entreprise, tout le monde est habillé en costume noir et vous arrivez avec un pantalon rouge. Tout le monde va vous regarder en disant, mais qu'est-ce que tu fais avec un pantalon rouge? C'est la même chose lorsqu'on revient de formation et qu'on utilise quelque chose de différent. Tous les autres vont dire, non mais attends, on change rien, quoi. On fait comme d'habitude. Hier, en plus, t'étais pas là, nous, on s'est tapé ton travail. Donc, vite fait, on va arrêter. C'est le manager qui n'a aucun intérêt à nous aider à appliquer ce que l'on a appris. Lorsque je faisais ma thèse de doctorat, j'avais un manager qui m'avait dit ceci. Moi, naïvement, j'arrive avec mon petit questionnaire, je lui disais, mais comment ça se passe lorsque votre équipe part en formation? Vous aidez vos collaborateurs lorsqu'ils reviennent? Monsieur Potier, gentil, mais moi, j'ai aucun intérêt à le faire. Pourquoi? Écoutez, ils sont plus jeunes que moi, ils coûtent moins cher, ils seraient plus compétents, ils vont prendre ma place. Donc moi, j'ai aucun intérêt. Donc ils partent en formation, c'est bien, ils s'éclatent pendant 2 jours, mais ils reviennent, et je leur dis, on fait rien, on change, on fait comme d'habitude. En tout cas, on ne change absolument rien. C'est le fait de ne pas avoir l'information, c'est le fait de ne pas avoir l'outil. Je parlais d'Excel. Combien de fois on a eu des formations à des logiciels, même simplement de la bureautique, vous êtes formé à un logiciel qui n'est pas disponible, qui arrive 3 mois après. Au moment où vous avez le logiciel, vous avez déjà perdu. Ou alors, il est là depuis 3 mois. Vous avez pris de mauvaises habitudes, vous l'utilisez, etc. Et seulement après, on vous forme. Bon courage pour désancrer, en tout cas, des mauvaises pratiques. Donc, il y a beaucoup de choses qui font qu'on voit qu'on fait de la formation, on donne de la formation, mais sans penser, on voit ça comme un événement. On ne pense pas au fait que ça va prendre corps dans une organisation, avec des acteurs, qu'il y a un fonctionnement, que le fait d'utiliser les acquis, ça va déstabiliser un peu l'organisation en place. Et donc, on devrait considérer la formation comme étant un vrai processus. Il y a un avant, dans quelles conditions partent les personnes en formation. Il y a un pendant, c'est l'acte de formation, et il y a l'après, comment on gère derrière le retour. Et on n'a pas toujours cette réflexion, on reste très focalisé sur l'action de formation, sans penser à ce qui va se passer, derrière. Et alors, ça dépend du coup du responsable de la formation de penser à l'après-formation, c'est-à-dire mettre en place les conditions favorables à la mise en place de ce qui a été appris, sensibiliser les managers, les motiver, ça va faire partie de son job aussi. Ça, en tout cas, si ça n'est pas le cas, ça en fera partie. Parce que lui il n'est pas responsable de ce qui se passe, mais encore une fois, il sera rapidement tenu coupable. Il sera coupable, en tout cas reconnu comme étant coupable par le jury de la direction, si une formation ne porte pas, en tout cas n'a pas de résultat, n'a pas d'effet. C'est pas si demain j'étais responsable formation d'une entreprise de 5000 personnes, je vais pas aller voir les 5000 personnes pour m'assurer que suite à une formation, elles utilisent, etc. Donc c'est pas de ma responsabilité, le transfert des acquis n'est pas de ma responsabilité. Ça reste prioritairement la responsabilité du binôme collaborateur-manager. Par contre, c'est de ma responsabilité de les préparer pour que eux fassent le job, exercent leur responsabilité à ce niveau-là, pour que les managers aient cet accompagnement avant, pendant, après, etc. Si je ne fais pas ça, je sais que le transfert n'aura pas lieu. Et donc, je sais que derrière, à un moment donné, je vais me faire taper sur les doigts et on va dire que la formation n'a servi à rien. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas juste responsable de la formation, je suis responsable du développement des compétences et de la performance humaine. Bon, c'est un titre à rallonge, sur les cartes de visite, ça sera un peu long, mais c'est ça l'idée en tout cas, c'est pas juste la formation.
Et alors, tu disais que finalement, c'était peu évalué dans les entreprises aujourd'hui, ce niveau-là. On comprend parce que c'est difficile. Et quelles sont les solutions pour essayer de s'approcher quand même d'une évaluation qui soit pertinente et qui puisse permettre à la formation d'être de plus en plus efficace? Alors, tout tient vraiment à la qualité de définition des objectifs. Alors, il y a des objectifs pédagogiques d'apprentissage à être capable de, ça relève plutôt du niveau 2. Au niveau 3, des objectifs plutôt comportementaux, qui doivent décrire des comportements observables et mesurables en situation de travail. Si on veut identifier cela, il n'y a pas d'autre choix, en tout cas, d'être très clair lors de l'analyse du besoin. C'est-à-dire, on ne doit pas, ça serait une erreur de dire, par exemple, une direction demande une formation en management, et que tout de suite, on se précipite sur le contenu de formation sans dire précisément qu'est-ce que vous voulez voir évoluer, en tout cas, comme comportement chez les collaborateurs. Alors, auprès de la direction ou auprès des managers, auprès des experts métiers, peu importe, mais on doit être très clair, on doit avoir des livrables très clairs, définir cela, pour ensuite avoir un contenu de formation qui soit ciblé. Et aujourd'hui, pourquoi on évalue si peu le transfert des acquis? Ce n'est pas un problème de technique, ce n'est pas un problème de construction de questionnaire, c'est parce que souvent, on n'est pas au clair sur ce que, sur le livrable, sur les livrables de la formation. Et on croit, en fait, on fait porter la responsabilité à l'apprenant de ce transfert des acquis. On se dit, finalement, l'apprenant va à la formation, il saura faire, donc il va faire, il va bien faire, il va vouloir faire, etc. Mais en fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Lui, c'est déjà compliqué pour nous de travailler sur tout ce processus. Alors, l'apprenant lambda qui arrive, qui se retrouve parfois dans une formation qu'il n'a pas choisie, on lui a imposé une formation, on lui dit maintenant c'est à toi de faire le travail, de savoir ce que tu veux en faire, c'est problématique. Et donc, les responsables de formation ont tout intérêt à se saisir de ce sujet et à dire il faut, encore une fois, baliser tout ce qui va se passer avant et après. J'ai une expression comme ça, je leur dis toujours, c'est pas l'ingénierie pédagogique. On ne conçoit pas une solution pédagogique. C'est pas l'ingénierie de formation, on ne conçoit pas une formation. Pensez ingénierie de performance. Quelle solution vous allez créer pour faire en sorte que les apprenants vont devenir plus performants, et pas juste qu'ils vont apprendre, mais devenir vraiment plus performants en situation de travail. Et donc là, ça oblige à porter notre attention sur tout ce qui va se passer, notamment après la formation, à faire preuve d'empathie, à imaginer qu'ils vont revenir, de quoi ils vont avoir besoin, est-ce qu'ils vont avoir besoin de coaching, d'outils, de rappel, de stimulation, d'échanges avec les pairs, etc., avec le formateur, avec les managers. Enfin, on va devoir penser tout l'après, et donc ne pas considérer la formation comme étant un événement isolé, coupé de l'entreprise. Et justement, donc pour prolonger l'effet de la formation, tu parlais de solutions à mettre en place. Le coaching, le tutorat, ça peut être des solutions pour prolonger la formation au sein de l'entreprise. Exactement. Tout à fait. Alors, on parlait de Kirkpatrick, dans le nouveau modèle de Kirkpatrick, les Kirkpatrick, on appelait ça donc en anglais les drivers. On a traduit ça par des leviers requis. Ou des pilotes, bref, en tout cas, ce sont toutes les actions, les processus qui vont permettre de favoriser le transfert des acquis. Et à chaque fois qu'on se pose la question, qu'on travaille sur le niveau 3, on se dit quelles sont les actions que l'on va mettre en œuvre pour contrôler déjà que les comportements sont mis en œuvre, donc ça c'est la question d'évaluation, comment on va les renforcer, peut-être par la formation complémentaire, par des classes virtuelles, par des échanges, par des modules e-learning complémentaires, pourquoi pas, comment on va les encourager. Comment on va encourager les apprenants à mettre en œuvre ce qu'ils ont appris? Comment on va maintenir cette attention, cette dynamique? Et comment on va les récompenser aussi? Alors, c'est pas rien, et je ne pense pas systématiquement à la rémunération, parce que le jour où on va payer davantage les personnes parce qu'elles mettent en œuvre ce qu'elles ont appris en formation, après, c'est le système de rémunération des compétences, c'est un peu la logique, mais en tout cas, ne serait-ce que la reconnaissance. Avoir aussi des managers qui soient capables d'aller féliciter, mais y compris au niveau de l'entreprise, des collaborateurs parce qu'ils mettent en œuvre les bonnes pratiques, ce qui est attendu, parce qu'ils ont pu transférer les acquis de leur formation. Si la formation est si importante, il faut aussi se donner les moyens de sa réussite. On peut aussi avoir un sponsor, choisir un sponsor dans l'entreprise, justement un manager très haut placé qui va accorder une importance particulière au succès de la formation dans l'entreprise. Tout à fait. C'est tellement un chantier majeur que je conseille pour les victoires faciles. Donc, vous prenez un manager pro-formation. On a toujours un dans l'entreprise qui est un peu plus pro-formation que les autres.
une formation dont les résultats sont à peu près certains et on va faire le test de A à Z. C'est-à-dire on va mener l'expérimentation, on va avoir des résultats, on va le faire jusqu'au bout avec des vrais comportements clairement identifiés, concrets, observables, mesurables, etc. Et on va valoriser ces résultats dans une logique de marketing de la formation. Et on va aller voir tous les autres managers en disant, regardez les résultats que l'on obtient, c'est quand même formidable. Le manager qui a participé au test, à l'expérimentation, lui, ça va le valoriser. Parce qu'en plus, ça va montrer que c'est un bon manager, accessoirement, dans une logique de carrière aussi. Individuelle, il a tout intérêt à le faire. Et les autres peuvent du coup être intéressés à rejoindre un peu ce groupe fabuleux des managers pro-formation. Alors, est-ce que en France, donc visiblement, c'est peu développé cette mesure d'efficacité de la formation dans l'entreprise, hein, la mesure du transfert. Est-ce qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui est plus développé, plus courant dans d'autres pays? Pas nécessairement, en fait. Pas nécessairement. Alors, je me suis longtemps interrogé sur pourquoi en France c'était peu développé. Et lorsque j'ai constaté qu'ailleurs c'était pas plus développé, je me suis dit mais quel est le hic? Et en plus, on connaît le modèle de Kirkpatrick depuis 1959. Donc, qu'est-ce qui fait que l'on s'intéresse peu à la question du transfert? Et en fait, ce que j'ai remarqué, alors il y a différentes raisons à cela, mais l'une des raisons principales, c'est vraiment la manière dont on lit en fait le modèle de Kirkpatrick. C'est-à-dire, on le lit comme un modèle 1, 2, 3, 4. Donc niveau 1, 2, 3, 4. Et on s'est dit, finalement, on va faire la formation et après, on va faire l'évaluation. Et donc, on va commencer par le niveau 1. Et donc, on va épuiser, consommer quasiment toutes nos ressources en les allouant au niveau 1. On va faire un super questionnaire de satisfaction, on va faire 35-40 questions, etc. On va faire du niveau 2. Et arrivé au niveau 3, souvent, on n'a plus de temps, on n'a plus d'argent, etc. Alors que la logique du modèle devrait davantage être renversée. C'est-à-dire, on devrait commencer toujours avec la fin en tête, en se disant, qu'est-ce que l'on cherche au final suite à cette formation? Donc, on va plutôt s'interroger sur les niveaux 3 et 4. Et donc, du coup, on va mettre plus le paquet en termes de ressources, de temps, d'argent, de personnes, etc., sur les niveaux 3 et 4, peut-être au détriment des niveaux 1 et 2. Mais en tout cas, on va rééquilibrer un peu. Et comme actuellement, on se pose des questions sur la finalité de la formation, mais quasiment une fois que la formation est passée, au lieu de se poser des questions avant, bien, du coup, on passe un peu sous silence le niveau 3. Et donc, c'est le mal-aimé, alors que c'est peut-être le niveau le plus important. C'est aussi peut-être parce qu'il est plus difficile d'avoir des données industrialisables dans une entreprise. Quand on compare, par exemple, avec les call centers, où systématiquement tout est enregistré, Oui. c'est-à-dire quand on a un argumentaire, les écarts à l'argumentaire, avec des algorithmes, on peut le faire automatiquement. Quelle que soit la taille des call centers, on a des matériaux. Et donc, quand on dit est-ce que c'est passé dans les comportements quand ils répondent, on a des matériaux, on peut industrialiser dans une logique de l'ingénieur. On a des matériaux, c'est vrai. Dans les entreprises de process, c'est plus simple à mettre en œuvre, parce qu'en fait, on peut le vérifier assez rapidement. Voilà. En tout cas, pour les formations comme ça, métier, où les référentiels sont clairs, voilà, c'est plus facile à mettre en œuvre, clairement. Après, il n'en reste pas moins qu'il y a quand même des choses qui peuvent être pistées, tracées. J'ai le cas comme ça, j'en parle dans mon livre, d'une entreprise qui a mis en place un dispositif qui est très simple, qui en plus est mesuré. Donc, mesuré, vous avez des données, vous avez des datas, c'est parfait, donc on peut l'améliorer assez facilement. Qui est le 505. En fait, le 505, c'est un dispositif très simple qui explique ceci, en fait. C'est un peu le parcours idéal, type de formation d'un collaborateur. Vous partez en formation, vous devez discuter avec votre manager, vous, collaborateur, vous devez discuter avec votre manager avant la formation pendant au moins 5 minutes. 5. Pendant la formation, votre manager doit vous laisser tranquille. 0 minute. Vous discutez 0 minute avec lui. Donc, typiquement, avant, vous avez discuté un peu du besoin, vous avez rappelé les objectifs, vous avez rappelé le contexte, l'enjeu, etc. Bon. Pendant la formation, il ne vous envoie pas de mail, il ne vous appelle pas. Idéalement, on peut rêver, il organise la charge de travail de manière à ce que vous ne reveniez pas avec une pile de dossiers comme ça. On peut rêver. Et puis, après, vous faites un débrief sur ce qui a été vu en formation, vous discutez justement du transfert des acquis pendant au moins 5 minutes. 505. Donc 5, 0, 5. Alors ça pourrait être 10 minutes, etc. Mais 505, ça se retenait mieux. Il y avait une allusion peut-être aux voitures que l'on connaît. Mais c'était un peu ça l'idée. Et en fait, ça, c'est mesuré derrière.
C'est-à-dire que quand vous posez des questions aux collaborateurs pour dire, finalement, est-ce que tu as rencontré le manager avant la formation? Est-ce que tu l'as rencontré après? Si on fait le parallèle, alors je ne sais pas si l'entreprise le fait, mais en tout cas, à leur place, je le ferai, avec des évaluations de niveau 3, nul doute qu'il y a moyen de montrer que lorsque les managers respectent la 505, on a des meilleurs résultats au niveau 3, puis au niveau 4, que lorsqu'ils ne le font pas. Donc là, on est capable quasiment d'avoir des analyses comparatives et de montrer quel est l'impact de ce temps passé. Et là, rien de tel pour convaincre les managers. Donc les managers qui disent « moi j'ai autre chose à faire, ça c'est le boulot du service formation », on est capable de leur dire « non, non, c'est ton travail ». Et d'ailleurs, regarde, lorsque c'est fait, les collaborateurs obtiennent de meilleurs résultats, donc accessoirement des meilleurs résultats dans ton niveau. C'est un peu cette logique-là aussi que l'on cherche à démontrer, de valoriser l'impact du management dans ce transfert des acquis. C'est la socialisation de la formation, ça fait montrer que c'est une valeur sociale. Et de ce simple fait, automatiquement, les gens apprennent mieux que quand ils ne savent pas trop pourquoi ils font ça, quoi. Exactement. C'est le b.a.-ba, mais en tout cas, voilà, il faut le rappeler, il faut pouvoir le mesurer pour convaincre même les personnes les plus réticentes. Et ça veut dire aussi qu'il faut préparer les managers à redéfinir leur rôle de management. Oui. Donc derrière, dans des entreprises un peu structurées, ça remet en cause toute l'organisation, donc ce n'est pas neutre. C'est pour ça que souvent on préfère colmater un peu à la marge plutôt que de rebouger tout le métier, toute la ligne hiérarchique. Tout à fait, mais c'est essentiel parce que ça a le mérite de la cohérence. Si demain, on était capable de dire, si c'est si important que ça la formation, les managers doivent aussi être évalués et donc récompensés et rémunérés parce qu'ils font leur travail de manager au sens du développement des compétences de leurs collaborateurs. Aujourd'hui, dans certaines entreprises, si vous êtes un bon manager qui fait du chiffre, sans caricaturer, par ailleurs, peu importe de savoir ce qui se passe avec vos équipes. Bon, ça ne durera jamais longtemps. Une équipe qui est mal managée ne fera pas du chiffre forcément très longtemps. Mais je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui ont dans leur fiche de poste, dans leur définition de fonction pour les managers, clairement un pavé. Je suis le premier responsable du développement des compétences de mes collaborateurs et c'est mesuré et valorisé comme tel. Donc, si on ne fait pas ça, les managers qui n'y croient pas du tout, qui n'ont pas cette fibre-là, qu'est-ce qui va le faire bouger à un moment donné? Donc voilà, il faut aussi avoir cette exemplarité et ça doit aussi se retrouver dans le système de valorisation, dans le système de management. Et c'est exactement. Pardon. Il peut y avoir aussi, s'il y a une résistance de la part du management, un système, on peut imaginer des systèmes de e-tutoring un petit peu pour faciliter le retour dans l'entreprise avec un système du coup, je dirais automatique, mais qui serait individualisé, qui permettrait à l'apprenant de se mettre à jour, d'avoir des réponses par rapport à visiblement des obstacles ou des choses qui ne lui permettent pas de mettre en œuvre ce qu'il a appris. Oui, complètement. Parce que c'est vrai que le manager a bon dos, parce que c'est vrai que souvent on dit c'est un problème de management, les managers ne sont pas impliqués dans la formation, etc. Mais est-ce qu'on les a formés les gens pour faire ça? Est-ce qu'on les a outillés pour faire ça? On leur fait porter beaucoup de responsabilités et finalement pour peu de moyens. Et ce que l'on remarque, alors je parle des managers, ceux qui ne veulent pas faire, c'est sûr que si le système de management ne les encourage pas à faire, il y a peu de chances que ça se fasse. Mais lorsqu'on interroge les managers pour dire finalement pourquoi vous ne vous impliquez pas dans la formation de leurs collaborateurs, beaucoup en fait ne peuvent pas faire tout simplement. Lorsqu'on prend les formations à destination des managers, la partie, encore une fois, formation de les équipes, je caricature un peu, mais volontairement, mais c'est quasiment à peine comment compléter le petit encadré dans le formulaire d'entretien annuel pour dire besoin de formation de points. Et la partie, je sais analyser un besoin, je sais définir les objectifs, je sais les accompagner à leur retour, je sais leur donner du feedback par rapport au transfert des acquis, etc. C'est quand même pas monnaie courante. Et en plus, donc ils ne sont pas formés, ils ne sont pas outillés, on ne leur donne pas les outils pour faire. Et parfois, tout simplement, ils ne savent même pas que c'est à eux de faire. C'est-à-dire qu'ils considèrent que la formation, non, mais la formation pour nous, c'est l'affaire du service formation. Ils n'ont pas toujours compris qu'ils avaient aussi leur part de responsabilité. Donc là, il y a un petit défi en termes d'information, communication. Mais voilà, à différents mots, différents remèdes. Et c'est certain qu'il faut se donner en tout cas les moyens de ses ambitions, surtout si en tant que responsable formation, on est évalué sur la réussite de la formation dans l'entreprise. Si on ne travaille pas avec les managers, il n'y aura pas de miracle.
c'est une question culturelle. Donc, la question culturelle nécessite un peu de temps, une volonté, une communication, puis un suivi. Parce que pareillement, quand on demande à des collaborateurs, est-ce que le manager a bien fait ça? Si la culture est très pyramidale, un collaborateur critiquera ou protégera son supérieur, parce qu'en fait, on n'émet pas des… Qu'est-ce qu'on va faire de cette information? Après, je préfère me fondre dans le moule. Et donc, il faut changer un peu le moule et la culture. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Ouais. Mais la formation peut apporter justement non seulement sa pierre, mais être la pierre angulaire pour changer de mentalité. Tout à fait. Ouais, exactement. C'est… ça me rappelle en ce cas, il y a on parle beaucoup de Kirkpatrick, il y a un autre Américain qui est Robert Brinkerhoff, qui lui s'est intéressé justement à tout ce qui se passait, qu'est-ce qui faisait qu'une formation était ou pas utilisée de retour dans l'entreprise. Donc la problématique des freins au transfert des acquis. Et en fait, il a montré, en malaxant, en triturant tout un ensemble de données, il a réussi à montrer qu'entre une formation mode événement, finalement, on a surtout une formation avec très peu de préparation, mais très très peu d'accompagnement. En gros, le budget était ventilé ainsi, c'était 5% du budget sur la partie pré-formation, 90% sur l'action de formation elle-même et 5% sur l'accompagnement. Donc un modèle assez classique. Il n'y avait que 15% des apprenants qui utilisaient les acquis de leur formation. Donc quand vous formez beaucoup, mais vous préparez et accompagnez peu, 15% d'apprenants. Par contre, avec un budget ventilé différemment, donc pas un euro de plus, budget ventilé différemment, vous aviez, c'était 25% sur la préparation, 25% sur l'action de formation elle-même, passé de 90 à 25, et 50% sur l'accompagnement. Donc, on éclate complètement l'action de formation. On en met avant, pendant et beaucoup après, sous forme d'accompagnement, on parlait de tutorat, de coaching, etc. Et là, on allait jusqu'à 85% d'apprenants qui utilisaient les acquis de leur formation, donc qui transféraient leurs acquis. Donc, si je n'évalue pas le niveau 3, je ne verrai jamais les choses. En fait, au mieux, je verrai s'ils sont contents, s'ils ont appris des choses, niveau 1, niveau 2. Mais si je ne pousse pas jusqu'au niveau 3, je ne peux pas faire cette analyse préparative et me dire il y a des manières de former qui sont plus efficaces que d'autres du point de vue du niveau 3. Et lorsqu'on va avoir des managers et qu'on leur montre ces chiffres, c'est sûr que voilà, même le manager qui est un peu sceptique peut se laisser convaincre et dire bon, a priori, oui, effectivement, toute cette partie poste, elle est essentielle. Surtout que lorsqu'on parle au manager, la dernière fois, j'en parlais même avec des populations de directeurs, eux-mêmes ont suivi une formation. Et eux-mêmes savent très bien que suite à une formation, on utilise une infime partie de tout ce que l'on a appris. Donc, eux-mêmes savent très bien qu'il y a toute une partie de post-formation liée à accompagner, à manager, à organiser, si on veut vraiment que la formation ait des résultats. Donc, c'est du bon sens, en fait, et il faut leur rappeler, idéalement, chiffre à l'appui. Et ça revient à repenser complètement la formation. Finalement, avant, on l'envisageait comme un phénomène ponctuel, un moment à passer en présentiel ou via d'autres supports. En fait, il faut l'envisager comme un long chemin et voir quelles sont les étapes finalement à suivre aussi dans l'entreprise pour que l'apprenant continue bien sûr sur son cours d'apprentissage à mettre en pratique, à faire évoluer ses pratiques. Et Oui. Du coup, penser à l'après-formation, aux outils postérieurs à la formation. On n'est plus dans un laps de temps, je dirais, fermé. Tout à fait. C'est vraiment faire preuve d'empathie. C'est encore une fois, c'est essayer de se mettre à la place de l'apprenant et de se dire demain, je reviens. Que moi-même, en tant que responsable de formation, je suis des formations, je reviens. Qu'est-ce que je vais faire? À quel défi je vais faire face? Quels vont être les obstacles? De quoi j'ai besoin, etc. D'essayer d'imaginer, au même titre qu'on fait de l'ingénierie pédagogique, mais on essaie de penser voilà, l'enchaînement des modules, etc., quelles sont les meilleures méthodes, mais là, il faut essayer effectivement d'éclater ça de manière spatio-temporelle, c'est-à-dire dans le temps, quel doit être le chemin idéal d'accompagnement post-formation. Et on revit complètement la notion d'action de formation. C'est plus du tout. C'est un peu la logique du modèle, ce qu'on appelait le modèle 70-20. C'est de dire, finalement, on apprend par la formation formelle, le 10. On apprend aussi par le 20, c'est toute la partie apprentissage collaboratif, le social learning, l'apprentissage avec les pairs, par les échanges, etc. Et à 70, par l'expérientiel, par tout simplement le travail, les défis que l'on a relevés, le travail personnel que l'on fait, l'expérience, etc. Donc, ce n'est pas juste l'action de formation qui permet d'apprendre, c'est vraiment cette notion d'action de formation, l'éclater, c'est-à-dire qu'effectivement,
L'action de formation, c'est quasiment le début, c'est pas la fin. C'est le début. Alors, il y a un peu de préparation avant, donc c'est pas exactement ça, mais c'est le début. Et après, c'est comment on va arriver jusqu'à une finalité qui sera à minimum le niveau 3, le transfert des actifs. Avec aussi un enrichissement, pardon Stéphane, avec également un enrichissement au niveau des apprenants, c'est-à-dire tout le réseau des apprenants qui ont participé à la même session de formation, comment ils le vivent avec leurs managers qui sont différents, leurs services qui sont différents et comment ils peuvent s'enrichir les uns les autres de leurs expériences différentes. Ça aussi, c'est une autre optique. Il y a une logique de capitalisation, il y a un peu une logique d'essaimage pour pouvoir diffuser aussi à ce niveau-là. J'imagine que lorsqu'on forme aussi un groupe d'apprenants, le but n'est pas juste de dire que ces apprenants-là vont monter en compétence à un moment donné. Tant mieux si on peut faire des petits. Et tant mieux si après, il peut y avoir des communautés qui se créent d'entreprise, que l'on essaye de diffuser aussi la bonne parole, que l'on essaye d'amener des pratiques nouvelles, des pratiques améliorées, etc. Et donc, effectivement, toute cette partie post est à accompagner, est à organiser en tout cas, un minimum. C'est très intéressant, les communautés apprenantes, tout particulièrement avec le numérique, parce que ça permet de les gérer facilement, de façon synchrone ou asynchrone. Tout le monde n'a pas le même timing. Mais c'est intéressant de se dire, une fois qu'on a fait la formation, comment vous la mettez en œuvre. Et si la formation, ce qui est un lieu de cristallisation, où les gens, il se passe quelque chose, si c'est bien fait, et les gens adhèrent, dans ces cas-là, avec cette adhésion, c'est assez naturellement le formateur qui fait le lien, parce que dans ces cas-là, il faut un community manager pour que ça marche. Et ça veut dire qu'on a des retours d'expérience, alors bien sûr pour la formation, mais c'est passionnant aussi pour l'entreprise, parce qu'on s'aperçoit que quand on analyse tous les points de blocage, etc., ça veut dire qu'il y a des informations culturelles, au sens anglo-saxon d'évaluation, c'est-à-dire qu'on a noté un écart, ça ne veut pas dire ni bien ni pas bien, mais on l'a noté et donc on peut travailler dessus. Tout à fait. C'est très révélateur. Le niveau 3 est révélateur, quelque part, de tous les dysfonctionnements organisationnels. Ça montre vraiment toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans l'organisation de passation de l'information, de travail avec les autres, de fonctionnement de manière transverse, etc. Donc, c'est très révélateur. C'est vrai qu'on part de la formation, mais là, on atteint vraiment la partie management, la partie organisationnelle. Et donc, toutes ces informations-là, lorsqu'on évalue le niveau 3, on remonte des informations qui intéressent bien au-delà des seuls acteurs de la formation. Donc, ça recule en tout cas beaucoup de choses. Après, qui s'en saisit et est-ce qu'on va faire preuve d'un petit peu de courage managérial pour aller faire bouger les lignes? Ça appartient. Et c'est là tout l'intérêt de, quand on s'aperçoit qu'il faudrait faire quelque chose, le passage à l'acte, quand on est tout seul, ça nécessite un sacré courage organisationnel, peut-être même un peu suicidaire. Donc, alors, il vaut mieux se dire, je fais comme d'habitude. Alors que si on a un groupe, on devient ambassadeur, on est capable d'avoir le courage des autres, et donc on parle de ces problématiques. Et donc, cette cohésion d'équipe, cette communauté, ce commun, permet justement d'essaimer, ce que tu disais très justement au début. Mais ça, il faut que quelqu'un l'écrive. Et il y a une histoire à raconter dessus. Oui, complètement. Tout à fait. Et des pionniers, en tout cas. Exactement. Ça veut dire aussi que quelqu'un ait pensé ce qu'on veuille faire. Parce que c'est assez facile de dire on fait une formation puis il faut que ça change. Mais ça veut dire que quand on se dit on déverticalise, parce que c'est ça que ça revient à faire, donc ça veut dire qu'on retire une partie du management des choses. Dans ces cas-là, forcément, la ligne hiérarchique s'interroge. Donc, on a un malaise qui se crée. Donc c'est bien une refonte complète de l'entreprise, de façon à ce que chaque élément puisse rester fier et de se dire moi j'apporte quelque chose de positif. Et cette culture qui est assez lourde à porter, mais qui aujourd'hui dans un monde qui, on le dit agile, on dit liquide, peu importe les appellations, c'est intéressant qu'il y en ait qui réfléchissent au niveau de la formation, au niveau RH. En tout cas, il y a une réflexion à avoir qui est importante sur qu'est-ce qu'on veut derrière. Sinon, on se retrouve à dire c'est le manager. Oui, complètement. C'est un peu facile. Donc, moi, ce que je retiens, pardon, je suis désolée Stéphane. En plus, j'ai des petits problèmes de connexion. Ce que je retiens comme idée qui me paraît assez importante, c'est cette notion d'ingénierie de la performance en fait, et qui est liée à l'évaluation, à la formation, et c'est un nouveau concept à intégrer aussi du coup pour le responsable de la formation, à mettre en place les outils, les étapes, la stratégie. C'est un nouveau métier en fait. Ouais,
et qui doit être vendu comme tel. C'est-à-dire que là, on parle des managers, mais lorsqu'on va voir les managers, si on leur dit, écoute, alors si c'est pas eux les initiateurs on va dire, si ce ne sont pas les managers, pardon, qui sont à l'origine de cette commande de formation, et donc que c'est par exemple une formation descendante, c'est décidé par une direction générale, etc., une direction opérationnelle, peu importe, et qu'on va voir les managers pour dire, écoute, tes collaborateurs vont partir en formation, lui, le manager, peut voir cela comme étant c'est une absence au poste, c'est du temps opérationnel en moins, c'est de la désorganisation des équipes, etc. Si c'est vendu comme une formation, ça peut être vu et vécu comme une absence. Point. Ils ne sont pas là, ils sont partis au vert, en vacances, en congé. Voilà. Pour lui, ça a le même impact. Si c'est vendu comme étant quelque part une promesse de performance, en disant, écoute, il y a deux manières de faire. Soit ils vont en formation, tu t'en soucies pas, et, au mieux, ils vont passer un bon moment niveau 1 et ils vont apprendre des choses niveau 2. Soit on fait les choses bien, en mode projet, on essaye de les préparer à ça, on pense déjà à ce qu'ils vont en faire derrière, etc. On va accompagner tout ça. Donc ça va demander un peu plus de temps et d'implication de ta part. Par contre, le bénéfice derrière, il est direct. C'est vraiment, il y a plus de chances qu'ils utilisent ce qu'ils ont appris, qu'il y a un bénéfice pour toi, que ça soit réinjecté, etc., dans ton unité, dans ton équipe, dans ton organisation, etc., dans ton département, ton service. Et donc, si on présente les choses ainsi, on peut peut-être plus facilement les convaincre, en tout cas, d'embarquer. Voilà. Et donc, c'est pour ça que le mot de formation, il est tellement connoté stage de formation, notamment dans la tête des collaborateurs, des managers. Finalement, c'est quasiment les professionnels de la formation qui sont les plus convaincus du fait qu'on ne devrait pas plus parler, en tout cas, de formation. Mais eux voient la formation comme étant une absence. C'est je sors de l'entreprise, je vais en formation, point, et je reviens et la vie reprend son cours. Ou alors c'est autre chose. Et si c'est un processus et que c'est vendu comme étant un processus pour les managers, il y a plus de chances qu'ils s'impliquent, qu'ils soient un peu dans une logique de 505, comme je l'expliquais tout à l'heure, parce qu'eux-mêmes vont être conscients qu'effectivement, si on ne fait pas ce travail-là, on ne va pas raccorder, on ne va pas raccrocher les wagons formation. Effectivement, c'est vrai que quand on est dans cette démarche-là, on s'aperçoit que souvent, la formation présente tout de même un gros avantage de sacralisation. Parce qu'historiquement, c'est construit comme ça, mais ça veut dire que ce sont ceux qui savent, ce qui reste à montrer, mais en tout cas, et ça veut dire que si on garde cette appellation, il y a tout le travail marketing qui consiste à dire comment je constitue ma distribution de formation, et donc un élément un peu simple, mais qui consisterait à dire, expliquer avant au manager quel est l'avantage qu'il va en retirer lui, et comment lui va pouvoir manager différemment. Et si on fait l'effort, ce que tu disais au début, d'être consultant, donc d'aller voir pour résoudre des problèmes, alors dans ces cas-là, forcément, un manager est content, parce qu'ils sont tous en situation de saturation, d'avoir une aide ponctuelle sur des problèmes dont il n'a pas forcément les clés. Oui, on lui demande beaucoup de choses au manager. Et donc, c'est vrai que si derrière, lui perçoit en tout cas celui qu'on appelle encore le responsable formation comme pouvant être d'une aide pour l'aider à relever les multiples défis et objectifs qui lui sont assignés, voilà, je pense qu'il y a vraiment une logique au sens business partner, de partenaire d'affaires, de fonction support. La fonction formation reste une fonction support de quoi? Support, soutien des autres fonctions, soutien des opérationnels. Donc on doit pouvoir faire cette démonstration et leur montrer qu'on n'est pas obnubilé par le fait de dire on va faire de la formation parce que notre métier c'est la formation. Notre métier c'est d'aider les gens à devenir plus compétents, plus performants dans un contexte organisationnel. Toute autre finalité. Ce n'est pas la formation pour la formation, mais la formation pour quelque chose. Exactement. Le service. Tout à fait. Et du coup, effectivement, dans le cadre de l'ingénierie de performance, on peut être très créatif, très imaginatif avec tous les nouveaux outils dont on dispose. On peut imaginer une continuité de la formation via des outils de micro-learning, des piqûres de rappel, comment effectivement entretenir ce qui a été appris et faire que ce soit toujours quelque chose d'actualité et qui soit, qui puisse être mobilisé par l'apprenant. Et c'est vrai que du coup, il faut penser à l'après-formation dans tous les outils nouveaux dont on peut disposer. Exactement. Et ne pas limiter l'acte de formation, si on conserve le terme formation, à la relation apprenant-formateur. C'est-à-dire que tout le monde peut être potentiellement acteur
de cette formation. Et donc, si derrière, on se dit que le manager peut avoir un rôle, que les tuteurs peuvent avoir un rôle, que les collègues peuvent avoir un rôle, que les subordonnés, peu importe, que tout le monde peut avoir un rôle à jouer dans la transformation de cet essai, dans ce transfert des acquis. C'est vrai qu'aujourd'hui, la technologie nous permet beaucoup de choses. Je refais je reprends l'image en tout cas des résolutions de nouvelle année. Et puis lorsque je disais, mais qui tient les résolutions de nouvelle année, on va les tenir, c'est justement, on continue à être stimulé. C'est-à-dire que si c'est un objectif de fin d'année et que voilà, ma femme me posait des questions, mes collègues me posaient des questions, mes clients me posaient des questions, que mes amis m'en parlent et que tous les jours, je recevais une notification sur mon téléphone pour dire hey, n'oublie pas, hein, c'est ça ton objectif, tiens, voici une bonne idée aujourd'hui, etc. Mais on est dans cette logique aujourd'hui où en plus, on aime mesurer ce que l'on fait, on a des montres connectées, on mesure tout un tas de choses, on mesure la qualité de notre sommeil, le nombre de pas que l'on fait, etc. Et finalement, dans la formation, ça serait autrement. Donc, on suivrait une formation où tout serait packagé, condensé sur une journée, 2 journées, 3 journées. Et après, il ne se passerait plus rien, on serait complètement libre comme l'air. Enfin, libre n'est pas le terme, en tout cas, il n'y aurait plus de suivi, il n'y aurait plus d'accompagnement, alors que quelque part, on aime aussi la mesure en tant qu'être humain. Qu'est-ce que l'on fait lorsque on se connecte à sa page Facebook? La première chose que l'on regarde, c'est les petites notifications en haut, en rouge pour dire waouh, j'ai dit quelque chose, est-ce que des personnes ont réagi à ça? Donc on aime avoir des notifications, on aime avoir des mesures, on a ce besoin-là. Et suite à une formation, c'est vrai que lorsqu'on n'utilise pas tous ces outils, dont tu parles par exemple, Sylvie, tout ce qui est micro-learning, accompagnement, les petits signaux de renforcement post-formation, etc., quelque part, ça peut nous manquer. Surtout si on a été intéressé par la formation, et derrière, on a l'impression que ça reste un coup d'épée dans l'eau parce que voilà, c'était un bon moment, mais sans relais, en tout cas derrière. Complètement, et c'est là où on retrouve un vrai travail pédagogique, où quand on se dit, par exemple, on veut que les gens soient impliqués, il faut que la pédagogie les implique comme on les veut par la suite. Et donc, pour que derrière, ça marche avec le numérique, il faut les habituer. On voit des formes qui sont assez intéressantes de formation, comme les hackathons, par exemple, où les gens viennent avec des problèmes et ils repartent avec des solutions. Ça veut dire qu'ils posent le problème au milieu. Il y a la dynamique du groupe, donc on construit ensemble, donc c'est une organisation particulière, et à la fin, il y a des solutions. Et ce travail-là qui consiste à dire j'ai un problème, je le pose, tous ensemble, on le traite. En numérique, quand on a utilisé l'ossature du présentiel, en numérique, c'est quelque chose qui se poursuit, surtout si le groupe est préservé. Donc ça veut dire, et c'est ce travail-là qui est à faire. On donne la main. Exactement, ouais, tout à fait. Donc ça veut dire qu'il y a des choses à faire comme responsable de formation. Finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, le centre de gravité, c'était un peu la formation et on est en train de basculer avec un centre de gravité qui est l'apprenant et qui va vivre dans l'entreprise, qui va avoir différents parcours et comment finalement on va le suivre, l'accompagner, l'aider. On n'est plus voilà, centré sur ce moment de formation. Tout à fait. Ouais. On lui donne les moyens et on lui donne les moyens dans l'entreprise et idéalement même hors de l'entreprise. C'est-à-dire que tout ce qu'il va pouvoir apprendre, utiliser, cet accompagnement, etc., c'est bien dans l'entreprise, mais ça peut être aussi bien de penser à l'après-entreprise. Parce que mon apprenant qui aujourd'hui est salarié de l'entreprise, il va la quitter un jour, tôt ou tard, même si c'est un départ en retraite ou autre chose, il la quittera tôt ou tard, et il peut très bien aussi y revenir derrière. Et je pense qu'on parle beaucoup de marque employeur en disant, mais finalement, j'essaie de valoriser ce que je peux offrir moi, entreprise, aux collaborateurs qui viennent de travailler chez moi, et les études qui ont montré notamment que ce qui était recherché en priorité, notamment chez les jeunes diplômés, c'était la possibilité d'apprendre et de continuer à se former. Donc si derrière, je dis, si tu viens travailler chez moi, tu auras la formation, certes, mais tu vas avoir aussi tout un tas de modalités d'accompagnement d'outils qui vont te permettre de devenir meilleur, de devenir vraiment le meilleur de ton domaine. C'est tout aussi intéressant pour lui. Et lui, il rapportait la bonne parole à l'extérieur, il dirait oh, je suis passé par l'entreprise XYZ, c'était formidable pour m'apprendre, pour me développer, etc. J'avais un véritable suivi. J'étais pas juste en mode on me bombarde de jours de formation sans que ça y ait ni queue ni tête. Mais ça nécessite de repenser l'intégralité du process, parce que bien souvent, la formation, avec l'organisation scientifique de la formation, était très descendante, avec ceux qui savaient, qui transmettaient, donc on évaluait. Aujourd'hui, on est sur des schémas très différents, on apprend ensemble, voire même parfois, c'est l'apprenant qui ramène les matériaux, et donc le formateur devient un animateur, simplement, il n'a plus la connaissance. Ça veut dire qu'il faut réécrire quelque chose dans ces éléments-là.
Et c'est ça qui n'est pas toujours évident quand on dit, par exemple, aujourd'hui, on remet, alors tout le monde l'appelle de ses voeux, alors c'est parce qu'on va le faire, bien sûr, mais quand on dit on remet l'apprenant au centre du processus, on voit bien que le processus n'est pas fait pour l'apprenant, il est fait pour l'entreprise. Et donc après, on essaye petit à petit de le ramener, mais et on ne sait pas bien faire. Quand on voit, par exemple, les apprenants disent, nous, on ne veut pas avoir à apprendre chez nous. 98% disent, nous, on veut avoir une coupure numérique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de nous envoyer des mails, des choses comme ça, et en formation, c'est pareil. Mais pareillement, les mêmes disent, il y a 98%, donc le même chiffre, qui dit, nous, on aimerait bien de chez nous nous connecter au bureau. On voit bien que les frontières ne sont pas toujours évidentes, et donc il faut redéfinir des choses, mais ça touche aux vacances, ça touche à des domaines particuliers, et c'est là où on a besoin de partenaires sociaux, parce que la formation reste une forme sociale. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire derrière, là, en termes d'application, en termes de droit, quand on produit, en termes de connaissances, quand on ramène des choses à l'extérieur? Il y a eu des condamnations, des gens qui, quand ils n'étaient pas formés dans leur entreprise, allaient se former sur des forums. Ils ont été condamnés, je pense en aéronautique. Il faut bien aller faire de la veille. Et donc, quand on fait de la veille, on donne de l'information pour en recevoir. Donc, ils ont été condamnés pour cela, pour avoir de l'information. Et derrière, il y a tout ce travail-là qui est à redéfinir. Et aujourd'hui, on cherche tous un peu le modèle, quoi. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. J'aime bien l'image de dire, oui, effectivement, on demande on fait en sorte de remettre l'apprenant au centre d'un processus, mais qui n'est pas fait pour lui. Et c'est vrai que si on ne se pose pas des questions à ce niveau-là, on risque d'avoir des réponses qui sont un peu radicales. Je pense notamment à tout le débat sur les entreprises libérées, où on se dit, finalement, le management devrait s'adapter, etc. Et on a une solution radicale qui est de supprimer le management. Donc voilà, si on veut éviter en tout cas de supprimer les responsables formation, les processus formation, etc., c'est vrai qu'il y a ce travail de réflexion pour essayer de trouver le meilleur des deux mondes, quelque part. Et c'est pour ça que le rôle de la formation devient de plus en plus, aujourd'hui, d'érotiser la formation, c'est-à-dire de donner l'envie. On a des individus qui, lorsqu'ils ont envie, se débrouillent tout seuls. Mais donner l'envie, ça ne peut pas être un individu qui donne envie, qui se donne envie tout seul, c'est quelqu'un qui est étrange. Hein. Ça veut dire qu'il n'est pas socialisé, enfin, c'est quelqu'un qui est étrange. C'est le rôle de l'entreprise de donner des envies, et à ce moment-là, la personne va suivre un MOOC parce qu'il sait qu'il n'est pas à l'aise, il va se débrouiller avec du tutos, il va prendre tous les matériaux dont il aura besoin, parce qu'il dit c'est génial ce que je vais faire. Et donc, c'est cette idée affective, de fierté, d'envie, etc., peu importe les appellations, mais ça veut dire, et ça veut dire que l'entreprise, plus on va laisser la main aux individus, plus il va falloir les refaire venir. Et la chance qu'on a avec le numérique, c'est qu'on a déjà toute l'expérience du marketing, produit, service produit, qui est classique. Et donc, il va falloir apprendre à érotiser à nouveau la formation de façon à ce que les gens se disent, moi, je suis prêt à passer du temps, mais moi, je sais que ça va m'être utile et les gens vont se réimpliquer. Le tout, c'est qu'ils ne le fassent pas tout seuls, parce que le one-to-one, ça ne marche pas. Ça, c'est le marketing de la fin du XXe siècle. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut créer des communautés pour que les gens n'aient pas à porter seuls ce que l'entreprise a du mal à porter déjà. Exactement. Et là, c'est un travail extraordinaire. Et je trouve que c'est une belle aventure que de se dire aujourd'hui, on n'a pas tant de savoir que ça sur la formation, mais comme ailleurs, le savoir évolue. Et donc, ça veut dire qu'il faut des artisans de la formation, des gens qui ont des outils, des arts, et puis petit à petit, ils construisent. Et souvent, on essaye, et quand on y met de l'énergie, les gens sont prêts à suivre parce qu'on voit qu'on apporte des belles choses. Et quand on garde ce fil conducteur, les gens adhèrent facilement en formation. C'est vrai. Ils sont motivés, quoi, je veux dire. Donc, il faut faire un peu l'effort d'aller les chercher. Et si le travail consiste à envoyer des mails copiés au chef, au supérieur hiérarchique pour avoir la lecture, alors à ce moment-là, on est sur un système qui ne donne plus du tout envie et les gens feront un minima. Oui, complètement. C'est une étude que j'ai vue récemment qui montrait que finalement, le passer par le LMS ou le service formation sans entreprise, etc., c'était une des dernières solutions quasiment pour un salarié pour apprendre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, lorsqu'il a besoin d'apprendre, il apprend avant tout par lui-même, il va leur parler à son manager, il va en parler à ses collègues, etc. Mais la partie LMS, service formation, etc., aujourd'hui, est en bas de classement. Donc en tout cas, si on ne veut pas disparaître complètement du classement, c'est sûr que voilà. Et c'est très intéressant de voir les nouvelles libertés offertes qui se font hors de l'entreprise, comme les apps par exemple, quand on va apprendre des langues, il y a des résultats assez intéressants sur les apprentissages de langues. Et forcément, ça veut dire qu'au lieu de se dire je vais prendre mon CPF ou je vais demander une formation où il va falloir réorganiser ça avec l'ensemble du groupe, ça va prendre 15 ans, je télécharge en 30 secondes mon application,
mon application, je démarre dès que j'ai envie, et après, je le gère avec des résultats qui sont de plus en plus fins, qui vont bien sûr s'améliorer. Mais ça veut dire qu'à partir de là, c'est gratuit, bien souvent, ça marche bien, et c'est quand je veux. Et je n'ai plus besoin de passer par l'intermédiation de l'entreprise, et c'est là où l'entreprise doit soit abandonner complètement la formation en disant ben, on prend des gens formés, on croise les doigts, soit, et forcément il y a des écarts, soit au bout d'un moment, ben, ils réinvestissent la formation, mais Ouais, du point de vue du marketing. ouais, Donc, exactement. Tout à fait. Ouais. ça donne un travail extraordinaire de redonner à chacun une perspective professionnelle, une envie professionnelle. C'est quand même un beau métier. Quand même. Oui, exactement. Et Donc puis ça, faire en sorte aussi, pardon, que finalement les entreprises soient des organisations apprenantes, c'est-à-dire qu'on ne soit plus là aussi, on reste plus au niveau de l'individu qui apprend, mais on remonte d'un cran et on fait en sorte que l'organisation soit toujours dans un cycle d'apprentissage et ça permet effectivement de motiver tout le monde autour du savoir et du développement des compétences. Complètement. il y a une malhonnêteté à donner à l'individu le fait d'être responsable de son savoir, parce que l'entreprise n'est plus capable de savoir ce qu'il faut savoir. Donc, on dit les gens se débrouillent, ils développent leur propre employabilité. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien socialement parce que ce n'est pas le boulot de l'individu. L'entreprise a la responsabilité de déterminer les talents. Quand on parlait des compétences, par exemple, une compétence, il faut une politique de compétences, de développement, parce que même une compétence qu'on a intériorisée, qui serait une connaissance, je sais faire, mais si personne me le demande, si personne me permet d'exprimer ce que je sais faire, dans ces cas-là, je ne le ferai jamais. Et donc, c'est une philosophie particulière collective qui consiste à dire, de toute façon, l'entreprise doit aller quelque part. Et donc, c'est faire en sorte que les individus y aillent de leur propre gré dans la direction que l'entreprise a choisie, parce qu'on va tous dans le même sens. C'est ça le credo aussi de l'entreprise. D'accord. Ça veut dire qu'il y a plein de choses intéressantes à faire, en tout cas avec cette dimension comportementale qui est très, très intéressante, parce que ça a permis d'élargir et de faire des belles choses. Et donc, je suis impatient de voir la suite pour le prochain épisode, pour terminer la pyramide. Donc, qui n'était pas présenté sur le modèle comme une pyramide, mais ça veut dire qu'à partir de là, ça me donnera l'occasion de nous revoir. Merci à tous les deux. Merci. À très bientôt à tout le monde. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires pour dire il y a des choses, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, ça vous redonne des idées. C'est des situations que vous avez rencontrées en entreprise. N'hésitez pas à donner vos informations, on les transmettra. Au revoir à tous. Merci.